que tu peux nous dire du LMNP? C'est un régime qui était incroyable parce qu'avant, en fait, tu avais un double avantage fiscal. Est-ce que tu peux faire ça sur tous les types de biens? Imaginons, là, tu as une opportunité, un immeuble. Tu peux le faire passer en LMNP ou pas? Il faut essayer de se dire, ok, là j'avance ce pion-là, je fais un petit peu de nu, ok, après là je vais me poster sur du LMNP, parce que j'ai plus trop de trésor pour aller faire des travaux. Quand du coup tu achètes un bien, qu'est-ce que tu fais en fait au début? Quand tu visites un bien, il y a quand même des choses qui sont hyper importantes. Bon bah salut à tous les gars, on se retrouve dans un nouveau podcast, toujours accompagné de Axel. Merci d'être là Axel. Merci à toi de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, pareil, on va un peu parler d'IMO, d'investissement, et on va surtout se concentrer aujourd'hui sur le LMNP. Ouais. Et bah tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire du LMNP? Bah écoute, le LMNP, c'est vrai que c'est un régime qui était incroyable parce qu'avant, en fait, tu avais un double avantage fiscal qui fait que tu avais l'avantage de la location meublée professionnelle, à savoir que tu déduisais, en fait, finalement, tu amortissais ton bien. Donc, par exemple, si tu avais un bien qui valait 100 000, voilà, je fais très simple, hein. Tu l'amortis sur 20 ans, du coup, bah, chaque année, tu déduis 5 000 euros de tes revenus locatifs. Donc finalement, entre ça et les intérêts d'emprunt, ça écrase totalement tes revenus locatifs. Donc tu n'as pas d'imposition à titre personnel. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que à la sortie du bien, tu ne réintégrais pas ces amortissements. Donc du coup, bah, ton bien, même si tu l'avais amorti depuis 20 ans, du coup la durée totale, en soi, normalement, la valeur nette comptable, c'est zéro, puisque du coup, il a amorti en intégralité. Et donc, si tu revends ton bien à 150 000, tu as une plus-value de 150 000 moins zéro, et donc de 150 000. Donc là, tu te fais exploser sur ta plus-value. Et bien maintenant, du coup, ils ont enlevé ce double avantage. Tu as toujours en LMNP la possibilité d'amortir ton bien. Donc, ça vient toujours écraser tes revenus locatifs. Par contre, en sortie, tu vas devoir réintégrer tes amortissements. Donc là, si tu as un bien que tu as amorti depuis 10 ans, si on reprend l'exemple des 100 000 euros, ben du coup, au bout de 10 ans, il vaudra plus que 50 000 euros en valeur comptable, valeur nette comptable. Et donc, si tu le vends 120 000, tu vas faire une plus-value de 70 000. Donc, tu vas quand même te faire relativement exploser. Le seul avantage qu'il reste par rapport à la location meublée professionnelle, donc pour le LMNP, l'avantage du LMNP, c'est qu'il y a un abattement pour durée de détention. Voilà. Donc, Ok. du coup, si tu le détiens plus de 22 ans pour l'impôt sur le revenu, etc., pour les prélèvements sociaux, eh bien, du coup, tu vas payer aucun impôt. Alors que quand on est en location meublée professionnelle, ou par exemple quelqu'un qui a un SCI, etc., là, tu n'auras pas cet avantage euh, du coup, cet abattement pour durée de détention. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est en LMNP, le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir aller chercher des biens sans trop de travaux, sans trop se prendre la tête, juste des petits biens meublés. Il y a une limite, c'est 23 000 euros de loyer brut donc à l'année. Ou si tu dépasses les 23 000 euros, il ne faut pas que ces revenus issus du LMNP soient supérieurs à 50% de tes autres revenus d'activité. Voilà. Ok. Donc en gros, si tu gagnes énormément d'argent, bah, finalement, tu n'as presque aucune limite au LMNP. Tu peux faire des rénovations? Alors, tu peux faire des rénovations. En fait, c'est comme de la location nue, mais la grosse différence, c'est que comme tu peux amortir ton bien, tu n'as plus cette problématique-là de courir un petit peu après les travaux pour venir écraser tes revenus locatifs. Ok. Donc, tu vois, si on peut prendre un exemple à moi, j'ai fait donc j'ai fait une erreur sur du coup un bien. En fait, j'ai fait du LMNP. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'est le fameux appartement. Voilà, la dame avait ses meubles. Du coup, je me dis bon bah je vous rachète les meubles, etc. Et c'est comme ça que je découvre la location meublée. Sauf que là, c'était mon premier bien, donc j'ai inclus dans le financement des travaux, 4 000 euros de travaux pour du coup des volets roulants solaires. Plus, il y avait pas mal de travaux que moi j'ai fait après, changer le système de chauffage, etc. Mais c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que comme il y avait des travaux que j'aurais pu déduire en nu, je peux les déduire en LMNP, mais il n'y a pas d'avantage. Enfin, ça sert à rien, puisque de toute façon, avec l'amortissement du bien, tous mes loyers sont écrasés. Plus le fait que c'était un financement sur 25 ans, avec des travaux inclus. Donc ça veut dire que le prêt était vraiment gros, conséquent. Donc ça veut dire que les intérêts d'emprunt l'étaient aussi. Plus les travaux, j'aurais été tranquille pendant 5-6 ans au niveau de la location nue. Donc là, je suis à l'MNP, mais du coup, finalement, j'ai cramé un peu cette cartouche-là d'avoir un financement vraiment intéressant,
financer des travaux, etc., pas trop sortir de cash, pour des choses à déduire qui ne sont pas nécessaires, puisque de toute façon, comme on est en LMNP, entre les intérêts de crédit plus l'amortissement du bien, bah, ça vient tout écraser. Donc je me suis un peu cramé cette cartouche, j'aurais mieux dû faire du nu, ça aurait été plus intéressant pour ce premier bien. Et à la fin, par contre, là en ce moment, je suis en train de voir des petits biens en location du coup pour continuer du LMNP, parce que là, sur le premier bien, c'est un loyer de 650 euros, donc du coup, bah, on est très 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 loin des 23 000 euros à l'année. Donc du coup, je peux aller encore en chercher. Donc là, je vais plutôt aller sur des petits biens, puisque comme ça, au moins, j'aurai pas, comme j'ai plus de cash, j'ai plus trop de cash, bah, comme ça, au moins, ça m'évitera d'aller devoir courir après, mettre des enveloppes de travaux pour écraser Mmh. les revenus locatifs. Voilà, des petits biens à 50 000 en meublé, des petits studios. L'avantage, c'est que, voilà, je sais que le financement initial, une fois qu'il est passé, bah, du coup, je suis tranquille, j'aurai pas d'imposition. Le tout, c'est de garder le bien suffisamment longtemps pour avoir les abattements pour durée de détention, pour ne pas se faire exploser en plus-value, en imposition à la sortie, quoi. OK. Et du coup, je t'ai pas demandé, mais ça signifie quoi LMNP? LMNP, en fait, c'est location meublée non professionnelle, voilà, qui OK. s'oppose au LMP, location meublée professionnelle. Le LMNP, c'est un régime qui est du coup bah, non professionnel. Donc, en fait, tu as juste une inscription à l'INPI pour avoir ton SIRET. Et derrière, bon, la seule chose que tu as à faire, moi là, j'ai pris un petit logiciel donc en ligne. Ça se fait très facilement. Il faut quand même envoyer une liasse, etc. pour du coup ta déclaration d'impôt sur le revenu. Donc tous les ans, en fait, en même temps que tu fais ta 2042, ta déclaration d'impôt sur le revenu, tu vas mettre ça en annexe avec OK, ta liasse, un etc. décret. Mais ça, tu as des outils qui te le font. Le tout, c'est juste de bien tout avoir, tes données. Voilà, ton bien, combien de temps tu l'amortis, ça te fait tes calculs. Dedans, tu renseignes tes échéances, tes intérêts d'emprunt, tes éventuelles factures, etc. C'est très bien fait. À la fin, ça te calcule ton résultat et au moins, ça te dit si tu dois payer ou non d'impôt. Généralement, on n'en paye pas puisque du coup, Mmh mh. comme on déduit le bien entre les intérêts d'emprunt plus l'amortissement, même s'il n'y a pas de travaux, honnêtement, ça écrase tout le revenu locatif. Mais par contre, il faut quand même produire ça. Mais c'est quand même très simple. Inscription à l'INPI pour avoir son SIRET. Derrière, utiliser le bon logiciel et rentrer correctement, voilà, prendre le temps de faire ça proprement, toutes les données pour que ça génère l'alias et la transmettre au service des impôts. Et aussi, l'idée, c'est quand même de simplifier au maximum. Par contre, il y a ce qu'on appelle, donc on peut rentrer dans le micro BIC pour avoir un abattement de 50%, mais honnêtement, ça n'a aucun sens. Mmh. Parce que si tu fais 10 000 euros de revenus locatifs annuels, tu vas te retrouver avec 5 000 euros qui vont rentrer dans tes revenus imposables. Mmh. Alors que si tu es au réel, tu vas écraser la totalité. Parce que si tu es au micro BIC, c'est un abattement forfaitaire, 50%, ok, terminé. Un petit peu comme la location nue, 30% terminé. Mais ça n'a aucun sens, puisque du coup, comme on l'a vu, avec les intérêts d'emprunt et l'amortissement du bien, ça, tu vas pouvoir déduire, mais si tu passes au réel, donc ça, il faut vraiment passer au réel, il n'y a aucun cas, pour moi, qui justifie d'être à 50%. Et donc, tu sais que tu vas tout écraser. Donc, les 50%, faut les balayer, faut pas se poser la question, faut passer au réel, amortissement du bien plus intérêt d'emprunt, juste ça, ça écrase la totalité des revenus locatifs, et donc, du coup, ça viendra pas surcharger les revenus Ouais. imposables. OK, du coup, tu m'as parlé du LMNP, mais est-ce que tu peux faire ça sur tous les types de biens ou pas? Alors, bonne question. En fait, si tu veux, là, j'ai une petite anecdote sur le sujet. En fait, le LMNP, il faut se dire que la location meublée, c'est vraiment sur des petits biens. Si tu commences à aller louer une maison ou des Mmh. biens qui font 150, 200 mètres carrés, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les gens, généralement, qui vont aller sur des grandes surfaces comme ça, bah, en fait, ils ont leurs meubles. Ça veut dire qu'ils vont peut-être déménager de Ah leur ouais, maison OK. pour amener tous leurs meubles. Mmh. Tu vois, là, j'ai un exemple précis. La personne qui gère mes biens locatifs, du coup, bah, qui gère du coup la location de l'appartement meublé, elle avait donc une maison qu'il fallait louer en meublé. Donc là, une maison, je crois que c'était 130 mètres carrés, quelque chose comme ça. Pour te dire, les personnes donc ils ont mis du temps à trouver quelqu'un, et les personnes qui ont loué la maison, ils sont venus, ils ont pris tous les meubles, ils les ont stockés et ils ont mis tous leurs meubles à eux. Non, En demandant bien sûr l'autorisation, mais pour te dire que ça sert à rien, quand c'est quoi. grand, c'est très compliqué parce que les gens. Alors après, ça peut quand même être pertinent pour si tu as des grosses sociétés à côté, par exemple, je sais pas, des postes d'ingénieurs, etc., des gens qui veulent
avoir tout le confort sans amener tout ce qu'ils ont, ils sont mutés professionnellement. Ok, peut-être que là, ils vont avoir besoin de tout le confort, habiter direct une maison, mais c'est quand même très niché. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'aller faire ta location meublée sur des petits biens, plus, tu vois, des studios, des duplex, maxi, tu vois, 50, 60 mètres carrés. Faut pas aller au-delà, parce qu'après, au-delà, du coup, on est vraiment sur des biens qui commencent à être un peu de taille conséquente et où les gens vont vouloir amener leurs meubles. Et la deuxième chose, c'est que quand tu as des personnes qui louent en nu, le préavis, c'est 3 mois, en meublé, c'est 1 mois. Donc, l'avantage aussi du nu sur des grandes surfaces, c'est que les gens vont rester. Quand ils ont amené tous leurs meubles, tu vois, par exemple, j'ai une maison du coup à Claveyson, elle fait, alors je vais pas dire de bêtises, je crois, elle fait 108 mètres carrés. Euh, Quand là, ils ont amené tous leurs meubles, les locataires, honnêtement, ils vont pas partir demain. Parce que du coup, tu as tout amené, ça implique un gros déménagement. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont rester quand même plus de temps. Donc pour moi, location nue, ça va être plus sur des grandes surfaces, alors sur des petites surfaces aussi, hein, mais en tout cas, de la location meublée, ça va vraiment être centré sur des petites surfaces. Voilà ce que je suis en train de te dire. Je regarde moi des studios, trucs qui ont été reconvertis. Voilà, c'était un ancien hôpital. Ils ont reconverti ils ont fait que des petits studios, voilà, entre 50 et 57 000 euros. Et là, au moins, c'est intéressant de faire du meublé. Il y aura peut-être plus de vacances locatives, mais au moins, tu restes dans le cadre. Et là, il y aura une tension locative intéressante. Il suffit que le secteur soit bien porteur, qu'il y ait beaucoup de demandes, et du coup, tu n'auras pas trop de vacances locatives. Et surtout, bah, tu restes dans le champ là. Moi, ça me permet de pas sortir de trésor, de pas aller mettre des travaux pour écraser des revenus locatifs. Voilà, je vais essayer de faire financer intégralement le bien. Comme ça, derrière, c'est autofinancé, je sors pas d'argent et ça vient pas me rajouter des revenus imposables et du coup bah me faire payer des impôts. Ok. Tu vois, il faut essayer de mixer vraiment les deux. Quand on a du cash et qu'on peut investir dans des travaux, le nu c'est cool. Par contre, quand on n'a pas de cash ou alors qu'on a tellement des gros revenus et qu'on veut pas mettre de cash dans l'investissement locatif, etc. On veut mettre que l'apport initial s'il est demandé par la banque, mais on veut pas mettre plus. On s'y connaît pas trop en travaux, on veut pas gérer des travaux. Et ben là, je conseillerais d'allocation meublée. Comme ça, au moins, pas besoin de se dire ouais j'ai besoin de faire des travaux, sinon je vais être imposé. Bah non, en fait. Ouais, mais du coup, faut que tu aies un peu plus d'apport pour Pour- le LMNP. Bah non, justement, c'est l'avantage, c'est que comme t'as, alors, il faut dissocier le financement initial, c'est-à-dire bancaire, entre autres, et derrière l'exploitation du bien. Le financement initial, ça va être bah, si tu dois mettre de l'apport ou non. Mais ça, c'est la banque qui va le décider. En fonction de ton profil, en fonction de ton épargne résiduelle, etc. Si tu es à ton taux d'endettement, si tu es déjà à un bien locatif, deux biens, tu as empilé, etc. En fonction du risque, bah là, elle va te demander de mettre de l'apport. Mais ça va pas changer que ça soit du LMNP ou de la location nue. La seule chose qui va changer, c'est par contre, une fois ce projet initial fait, ce qui va changer, c'est derrière, pendant l'exploitation du bien, si tu es en location nue, tu vas être obligé de mettre la main au portefeuille pour aller financer des travaux pour écraser tes revenus locatifs. Alors que si tu es en LMNP, là, tu n'auras pas besoin de réinjecter puisque du coup, tu peux amortir ton bien. Chose que tu ne peux pas faire en location nue. Et donc, en location nue, si tu ne mets pas des travaux, tu n'auras pas suffisamment pour déduire, tu n'auras que les intérêts d'emprunt. Du coup, bah, tu vas avoir des revenus imposables. Alors qu'en LMNP, bah, du coup, tu auras tes intérêts d'emprunt à déduire comme en location nue, plus tes travaux comme en location nue, mais surtout plus l'amortissement de ton bien. Ce qui fait que tu écrases totalement tes revenus locatifs. Ok, et du coup, imaginons, là, tu as une opportunité, un immeuble. Ouais. Est-ce que tu peux le faire passer en LMNP ou pas? En fait, si tu veux, chaque bien est différent. Donc, imaginons, on a un immeuble. Il y a, on va dire, 5 logements dedans. Imaginons que t'es deux grands appartements, on va dire un grand appartement et 4 petits appartements. 4 T2, un T5. Le T5, tu peux très bien le mettre en nu, location nue. Et puis après, peut-être mettre 2 T2 en location meublée et 2 autres T2 en location nue aussi. En fait, à la fin, ça va être tout dans un pot commun. C'est-à-dire que toutes tes locations nues, elles vont être imposées dans un certain régime et toutes tes locations meublées vont être imposées dans un autre régime. Ok. En fait, c'est dissocié. Mais par contre, dans un immeuble, tu peux très bien avoir un seul appartement sur 5 en meublé. Le tout, c'est que dans ton bail, ça soit bien du meublé, les autres, ça soit bien du nu.
Et qu'ensuite, bah, toi, tu dissocies bien lorsque tu vas faire du coup tes déclarations. Ok, ça c'est du nu. Tu fais le total de tes revenus, le Mmh. total de tes factures qui sont liées au nu, puisque quand tu as des locations nues, tu peux avoir 10 biens de 10 endroits différents, des maisons, des immeubles, des appartements, etc. Tout va être au même endroit. Tous tes revenus vont s'additionner, toutes tes factures, tes travaux vont s'additionner, tous tes intérêts d'emprunt qui financent ces biens-là vont s'additionner. Donc, tu vas avoir tes produits moins tes charges, ça va te Mmh. faire un résultat. OK. En fait, tout est dans le même pot. Idem pour tes locations meublées. Bah, du coup, si tu en as 3-4 à des endroits différents, tu vas tout mettre. C'est juste qu'il faut bien rattacher tous les revenus meublés et tous les revenus nus ensemble et tous les travaux sur les locations nues ensemble et les travaux sur les meublés ensemble. Tout, c'est tout bien rattaché. Mais par contre, tu peux faire strictement ce que tu veux dans la mesure où, bien sûr, sur ton bail, ça soit bien précisé, meublé Mmh. ou nu en fonction du... voilà, si tu as un contrôle, il faut bien être capable de justifier. Par exemple, dès que tu as commencé à faire du meublé, ben, si tu veux retransformer la chose, par exemple, je me suis posé la question pour du coup ce premier appartement parce que je me suis dit, mince, du coup, c'était le financement parfait pour du nu et pas du meublé. Bien que comme il est un petit peu exigu, au final, je me dis, bon, du meublé, c'est quand même intéressant pour pas que les gens amènent tout leur attirail qui casse un peu les murs, Ouais. etc. Parce qu'il y a beaucoup d'escaliers et compagnie. Mais je m'étais posé la question de changer. Le problème, c'est qu'après, bah, du coup, il faut changer le bail. Il faut, Ah voilà, oui, c'est un petit c'est un peu, quand peu même, long. un petit peu complexe. Donc, il faut OK. bien partir, mais c'est pour ça que je suis là aussi pour ça, pour éviter les Mmh. erreurs comme j'ai pu faire. En fait, car après, tu prends du recul, tu vois, ok, ce type de financement-là, Mmh. ok, en fonction du profil de la personne, gros revenu, petite épargne, petit revenu, petite épargne, petit revenu, grosse épargne, gros revenu, grosse épargne. En fait, en fonction de ça, et de ce que tu as envie de mettre dans ton projet, dans tes projets, est-ce qu'aussi derrière tu vas vouloir empiler ou non? Est-ce que tu vas faire qu'un projet? Dans ce cas-là, tu peux aller sur du nu, faire des travaux, si tu as de l'argent à mettre dans le projet. Si tu veux empiler, bah, peut-être qu'à un moment donné, tu vas pas avoir argent illimité pour faire des travaux sans cesse. Donc là, peut-être que tu vas te dire, OK, je vais faire peut-être du nu, mais à côté, je vais faire de la location meublée. Parce Mmh. qu'après, j'aurai plus assez de trésor pour aller envoyer des travaux. Et du coup, je vais me retrouver avec une grosse imposition à titre perso. Donc OK. là, peut-être, ça sera plus judicieux de faire un peu de nu et un peu de meublé. En fait, c'est pour ça que ça dépend vraiment du profil de la personne, de ce qu'elle souhaite faire, de son épargne, de ses revenus. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Bien sûr, après, on peut aussi faire des SCI, etc. Mais honnêtement, quelqu'un qui gère bien, parce que les SCI, c'est très bien, parce que du coup, tu peux empiler, tu peux un peu dépasser cette notion de taux d'endettement, tu vois, des 33%, donc Ouais. qui sont en soi, 33%, c'est juste quelque chose qu'on met là, mais on peut monter bien plus haut en fonction des projets, etc. Mais en SCI, tu peux dépasser un petit peu ça, parce que du coup, ça va être un résultat d'une entreprise à part entière. Mais honnêtement, on peut déjà empiler quand même quelques biens. C'était une bonne gestion, tu isoles bien sur des comptes. Tu vois, par exemple, moi, chaque bien, j'ai un compte distinct. Par exemple, l'immeuble, j'ai un compte sur lequel je vais avoir mes revenus locatifs issus de cet immeuble, du coup de tous les logements de cet immeuble, avec tout ce qui est affecté à ce logement. Donc l'assurance PNO, propriétaire non occupant, l'assurance du crédit et les échéances du crédit. Comme ça, au moins, ça fait un petit peu comme une sorte de petit compte de résultats, Mmh. très succinct, mais ça permet de voir un petit peu pour la banque derrière, déjà toi pour t'y retrouver, pas toi avoir sur 15 millions de virements différents, 15 millions de prélèvements différents, après tu t'y perds. Là, au moins, pour chaque bien, un compte distinct, et Ouais. c'est parfait Et du donc coup. c'est pour ça que toi, tu as commencé avec du LMNP du coup? En fait, C'était la solution la plus simple et En fait, vraiment, pour être transparent, j'ai commencé avec ça parce que la dame avait ses meubles dedans et je lui ai dit je vous rachète vos ah oui, meubles et c'est comme d'accord. ça que j'ai commencé à me renseigner sur le meublé. Je OK. connaissais rien, donc en fait j'ai vraiment fait ça par défaut. Il n'y a pas de stratégie, je vais Mmh. pas mytho et dire oui, alors Oui, j'ai oui. anticipé. Non, non, pas du tout. Parce que comme je te dis, c'était une erreur. J'aurais dû faire du nu sur ce projet et derrière à la fin plutôt faire du LMNP. OK. Mais c'est pas grave, tu vois, Ça on t'a apprend. forgé et que maintenant Exactement, tu vois, tu maintenant ouais. j'ai bien compris. Je me dis ok, ouais, j'aurais dû faire ça. Et en fait, avec de la finesse, en fait même salaire égal, épargne égale, bah, si tu fais tu construis tes projets différemment, tu vas peut-être pouvoir en empiler un ou deux de plus. Mmh. Et surtout, tu vas te retrouver en fait, il faut se dire que tu as tes deux armes. Tu as ton revenu et tu as ton épargne. C'est vraiment à utiliser avec parcimonie.
c'est hyper précieux. Donc en fait, c'est des pions, c'est un petit peu un jeu d'échecs. Et donc en fait, il faut se dire que quand tu avances un pion, il faut pas cramer tout ce que tu as d'un coup. Mmh. Il faut essayer de se dire, ok, là j'avance ce pion-là, je fais un petit peu de nu, ok, après là je vais me poster sur du LMNP, parce que j'ai plus trop de trésor pour aller faire des travaux, mais par contre la banque veut un peu d'apport, donc je vais lui fournir de l'apport, mais du LMNP, comme ça même si j'ai plus d'apport, je serai pas imposé. Après tu refais un petit peu ton apport, et tu vois en fait t'as tes munitions et t'essaies de les optimiser au mieux, peu importe ta situation. Comme on dit, le but, c'est on s'en fout de se comparer, mais toi, par rapport à ta situation, se dire, OK, moi, j'ai tel revenu, telle épargne, j'ai envie de faire le maximum, comment je fais, tu vois? Et entre quelqu'un qui fait n'importe quoi, comme moi j'ai fait au début, et quelqu'un qui fait bien d'entrée de jeu, honnêtement, ça peut être vraiment une différence de fou. Ouais. Et en termes de projet que tu vas pouvoir financer, et en termes d'imposition derrière. Entre deux personnes, il y en a une qui va se retrouver avec plus de biens, moins d'imposition, et l'autre va se retrouver avec moins de biens et plus d'imposition. Ouais. Ah, t'imagines, c'est quand même fou quand il pense. Mmh. En fait, la maîtrise de la fiscalité, c'est hyper important. Et aussi de ce que l'investisseur, ce que la personne qui veut investir souhaite faire. Quelle est sa vision? Est-ce qu'elle veut s'y mettre beaucoup, corps et âme? Est-ce qu'elle veut faire uniquement les travaux? Est-ce qu'elle veut faire aussi la gestion locative? Tu vois, ça dépend vraiment du profil. Une Ouais. fois que tu as défini ton profil d'investisseur, là, tu peux y aller. Et comme ça, au moins, là, après, tu as tous les paramètres pour faire au mieux en fonction de ta situation. Ouais. D'ailleurs, on aura une vidéo concernant la fiscalité. Je t'inviterai pour qu'on parle de ça. Ok, je savais pas, mais oui. Je savais pas, mais oui, il n'y a pas de Parce souci. parce qu'en Ah, vrai, c'est intéressant. Ouais. c'est super important, la loi, etc. Et en fait, savoir un peu bah, toutes les règles, comme tu as dit, ça peut être super bien, quoi. Ouais, ouais, puis en Important. plus, il y a aussi, tu vois, là, tu parles d'un sujet sur la thématique de la fiscalité, mais on essaiera aussi d'inviter d'autres personnes, d'autres profils, Ouais, des agents IMO, ouais, bien sûr. peut-être des personnes dans le courtage en prêt Mm, immobilier et autres profils. En fait, tout ce qui gravite autour de l'immobilier, je pense que ça peut être intéressant pour voir un petit peu bah, tous les pendants exactement. Ouais. de cet écosystème-là et pour du coup bah, maîtriser au mieux le sujet derrière, avoir Mm. la vue Comme ça, terrain, la ouais. vue terrain vraiment IMO, cœur de l'IMO, la vue peut-être travaux, peut-être aussi avec des artisans, la vue financement avec des courtiers. Donc c'est hyper intéressant. En fait, c'est tout un écosystème. Et l'idée, c'est de tout maîtriser et aussi la vue gestion locative. Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir cette vue-là, cette vision-là de comment ils procèdent pour sélectionner les dossiers. Pour, tu vois, par exemple, si demain il y en a qui veulent le faire eux-mêmes, ça peut être des clés intéressantes. Et aussi, même si c'est des gens qui veulent pas, qui veulent déléguer la gestion locative, bah, ça leur permettra quand même de comprendre bah, ce que va apporter en plus une agence Ouais. au travers de la gestion locative plutôt que de le faire soi-même. Bon, du coup, là, on a parlé un peu technique, tout ça. On va revenir un peu sur les bases. Quand du coup, tu achètes un bien, Ouais. qu'est-ce que tu fais en fait au début? Bah, en fait, si tu veux, là, c'est pareil, j'ai beaucoup appris parce que bon, bah, des fois, tu fais des erreurs. Au début, tu corriges. Moi, en fait, Ouais. j'y vais tête baissée et du coup, après, peu importe les erreurs, les surprises, je fais tout pour les corriger. Je me dis, c'est pas grave. Bon, bah, elles sont là, il faut corriger, faut pas paniquer et puis il faut essayer de redresser le. Mais le fait est que quand tu visites un bien, il y a quand même des choses qui sont hyper importantes. Notamment, et des fois, en fait, on n'ose pas. Tu vois, t'oses pas tout tester, etc. Il y a la première visite. La première visite, honnêtement, tu vas pas commencer à aller tout tester. Tu Mm. vas déjà prendre un petit peu la température du bien, voir, ok, la valeur locative que ça peut avoir, S'il y a des voir travaux s'il à y a des faire. gros travaux à Ouais. prévoir ou non. Tu vois, tu vas avoir une vue d'ensemble du bien. Déjà parce que c'est pas toutes les visites où tu vas faire une offre, heureusement. Donc le but c'est pas d'aller trop pointu. Tu vois, tu fais un entonnoir au début. Voilà, tu regardes la toiture, vraiment le gros œuvre entre guillemets. Et dedans, bien évidemment, mais tu fais une enveloppe pas très affinée, tu vois, et tu vas pas tout tester chaque prise, etc. Ensuite, par contre, si le bien t'intéresse vraiment, donc soit que tu as fait une offre qui a été acceptée, soit que du coup tu fais une autre visite pour vraiment te positionner, Mhm. parce que du coup tu as vu que c'était rentable par rapport au prix, par rapport au financement, etc. Là, tu vas pouvoir un petit peu plus t'attarder en profondeur sur le bien lui-même. Et là, tu vas aller voir bah, le tableau électrique, tu vas pouvoir tester un petit peu toutes les prises. Moi, je recommande honnêtement, faut pas hésiter à tester les prises avec un chargeur ou avec une lumière, peu importe, tester toutes les prises. Vous testez aussi toutes les lumières. Mhm. Testez aussi
S'il y a de l'électroménager, faut le tester. Moi, par exemple, j'ai une surprise sur un four, du coup sur une maison. Bah en soi, le four, il disjoncte quoi. Ah Dès merde. qu'on l'allume, ça fait tout disjoncter. Donc ça, j'aurais testé avant, bah j'aurais pu le mettre en argument de négociation pour la vente. Ouais, il y a déjà le Ok. four, ah, ok, là c'est pas cool, enfin c'est pas bon au niveau de l'électricité. Hmm. Pourtant, bon, l'électricité a été refaite, mais là je pense que c'est le four qui a un problème. Mais pour le coup, bah, j'aurais pu dévaluer un petit peu le prix. Voilà, c'est un petit exemple, mais si on reste sur l'électricité, donc voilà, les prises, etc., toutes les lumières, pareil, les spots. Bon, bah ok, par exemple, il y a un spot sur 10 qui marche parce que Oh, personne c'est les a chaud. changés. Bah Ouais. ça va être un budget quand même d'élec. Et du coup, on sait que ben si quelqu'un n'a pas d'électricien sous la main ou ne sait pas changer un spot, ça va être un frein. Et donc du coup, bah on sait que dès qu'il y a un frein, c'est une négociation. Hmm. Ici, on passe sur le poste plomberie, par exemple. Euh, sur cette même maison, il y avait des vasques et j'avais pas vu qu'il y avait des fuites au niveau des évacuations. Donc, c'est pas grave des évacuations de vasques, sur le principe. Le problème, c'est que quand dessous, tu as un meuble qui est taillé pile poil au millimètre, un meuble de 120, qui est collé, tu peux même pas faire passer une aiguille de chaque côté. Et que tu as l'évacuation qui est au-dessus, Mhm. qui est collée, en fait, tu peux rien bouger, Ouais. quoi. Et ben, si tu veux faire du bon boulot, et ben, t'es obligé de tout Tout péter le démonter. meuble, tout le démonter pièce par pièce, pour refaire les vacs, pour du coup reprendre tout ce qu'il y a derrière, et pour ensuite remettre un meuble. Alors, c'est pas grand chose, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est des petites surprises Ouais, qui ouais. auraient pu faire état de négociation. Pareil, n'hésitez pas à tester l'étanchéité des baignoires, des douches, du coup de toutes les évacuations. Vous ouvrez tous les robinets, vous laissez un petit peu couler. Vous voyez, vous allez quand même acheter un bien derrière qui va être à vous, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas Ouais, à mais tester. Ayez pas peur de passer pour des gens qui sont trop. Alors oui, c'est sur la première visite que vous allez de fait. Vous savez très bien que vous n'allez pas faire d'offre, ça sert à rien. Mais dès que vous savez que vous allez positionner, n'hésitez pas à faire ça, ou au moins une contre-visite avant, dans le délai des 10 jours au ouais. notaire. Et du coup, sur cette maison, t'as pas fait de d'essai ou quoi que ce soit? Bah, moi, j'avais testé tout ce qui était. J'avais vu que l'électricité, j'avais déjà fait un devis au préalable, du coup, pour mesurer un petit peu ce qu'il y avait en termes de travaux au niveau de Ouais. l'électricité. Mais j'étais pas allé assez. Tu vois, par exemple, j'avais vu qu'il y avait une prise ou deux qui marchaient pas, etc. Mais par exemple, j'avais pas testé le four. Tu vois, Ah alors ouais. que tu peux le mettre à vide. Ouais. Alors, ça paraît bête, parce qu'honnêtement, je pense pas que ça arrive souvent. Mais juste, j'aurais tourné le bouton. Je l'aurais mis à une vitesse, boum, je me serais rendu compte, ah, ça saute. Terminé. Pour les évacuations, pareil. J'aurais fait couler de l'eau. J'aurais regardé dessous, ah, ça fuit. Et du coup, pouvoir négo. Ah là, ça fuit, il va falloir que je démonte le meuble, il va falloir que je truc. J'aurais peut-être pu gratter 1000, 2000 euros, 2000 euros, voire plus. Hmm. Parce que du coup, là, la personne, en plus, qui vend, le vendeur, il se dit, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de soucis, et du coup, ça le fait un peu paniquer. Il se dit, ouais, bah, finalement, ouais, ok, ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de choses que faut peut-être que je fasse un pas à niveau négo. Donc, c'est pas grave en soi, mais c'est important déjà bah, pour pas avoir de surprise parce que bon bah moi maintenant je commence à bricoler un petit peu, j'ai pu enlever le meuble etc. Mais ça m'a pris du temps, Hmm. tant que j'avais pas forcément prévu au départ. D'ailleurs j'étais un petit peu à la bourre quand après il y avait des locataires qui rentraient. Sur la fin j'étais un peu pris de court. Mais aussi sur le fait que au niveau du budget, bah voilà derrière peut-être qu'on n'a pas prévu de racheter un meuble, on n'a peut-être pas prévu de racheter un four, etc. Donc c'est important à deux niveaux pour pas se faire piéger au niveau des frais, de l'argent qu'on va devoir y mettre pour rendre le bien bah, louable, euh, pour rendre le bien salubre. Et deuxième point, c'est bah, du coup une petite marge de négo. Donc voilà, n'hésitez pas à tester les prises. Voilà, si vous avez des appareils sous la main pour tester toutes les prises, tester tous les robinets, tester même les chasses d'eau. J'ai eu deux surprises au niveau des chasses d'eau, comme quoi la Ah oui. première du coup c'était dans l'immeuble, le T2 du rez-de-chaussée qui n'avait pas été loué pendant un moment. Et ben en fait, comme la dernière personne avait tiré la chasse, il y avait plus d'eau dans le réservoir puisque l'eau avait été coupée. Mhm. Et donc, en fait, tous les joints avaient séché, ce qui fait qu'ils étaient foutus, en fait. Ah Ils merde. jouaient plus leur rôle Ouais. d'étanchéité. Donc, j'ai passé 1 heure et demie à réparer la chasse d'eau. Parce que Ah là, du coup, ouais. c'était pas foutu, mais j'ai dû la réparer, réaxer les trucs pour que, du coup, ça joue le rôle d'étanchéité. Donc, bah, ça a pris Hmm. du temps. J'en ai eu aussi un T2 toujours, mais cette fois-ci au premier étage. Chasse d'eau, pareil, elle a dû être remplacée. Et là, dans la maison, la chasse d'eau, bon là pour le coup je l'avais vue, mais je sais qu'il va falloir que je la remplace.
Donc en fait, même les chasses d'eau, il faut regarder. On en est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout voir pour budgétiser vous au mieux. Et aussi un pouvoir négo. Écoutez, là, il y a quand même, si vous passez en direct, vous le dites directement au vendeur, sinon vous transmettez à l'agent immobilier. Écoutez, là, il y a quand même la chasse d'eau à remplacer. Là, il y a l'évacuation à refaire, il y a des fuites. Je sais pas d'où vient la fuite, peut-être ça va être compliqué, il va falloir que j'enlève le meuble, Ouais, mais il y a plus de etc. proba qu'il y ait des rénovations à faire dans des maisons, dans des vieilles maisons que dans des maisons neuves. Je suis d'accord, mais même dans des maisons, en fait, peu importe la maison, tu te dis que c'est des choses que tu vas pas forcément tester. Tu vois, une chasse d'eau, honnêtement, tu vas pas forcément la tester. Tu vas pas, quand tu visites un bien, tu vas pas Ouais, dire je vais tirer la chasse. Alors avec un peu de chance, tu as envie d'aller aux toilettes à ce moment-là, mais bon, sur 10-15 minutes d'une visite, ouais. tu tires la chasse, tu te dis ah, il y a un souci ou là en plus c'était pour le T2 du rez-de-chaussée. Bah en soi, j'ai même pas pu. Alors là, oui, pour le coup, en plus, j'ai même pas pu tester. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas, il y avait pas Il n'y d'eau. avait pas de Donc tu vois pas courant. s'il y a une Ok. fuite quand il y a pas d'eau. Ouais, bah oui. Donc là, j'ai eu la surprise pour le coup après, a posteriori de la signature. Mais c'est pas très grave. Mais pour dire, voilà, n'hésitez pas à tout tester pour pas avoir de grosses surprises. Moi, maintenant, j'ai un électricien sous la main, tu vois. J'ai des corps de métier sous la main. Mais là, si c'est ton premier bien, parce que moi, du coup, j'avais fait construire ma maison, du coup, j'ai fait du relationnel avec certains artisans. Mm. Mais si c'est ton premier bien, que t'as pas d'artisan sous la main, tu commences à avoir des problèmes. Alors, si tu les avais anticipés, pas de souci. Mais si tu commences à avoir des problèmes qui viennent d'un seul coup, juste après la signature, tu vas être en sueur. Tu commences à dire, ah mince, il y a ça qui marche pas au niveau élec. Ouais, mince, j'avais pas vu, il y a ça à Ouais. refaire. Il y a ça niveau plomberie. Et si en plus tu touches pas trop les travaux que tu dois appeler à chaque fois un corps de métier qui va venir te facturer pas mal juste pour le déplacement, pour te faire une évac, là tu vas pas t'en sortir Et quoi. justement, t'as un délai de rétractation ou t'as pas du tout de délai? Quand tu signes, Ouais. en fait quand Pour tu lui dire, bon, bah signes, là, en fait, j'ai vu que après coup qu'il y avait un truc qui allait pas, est-ce qu'on peut modifier alors une fois que tu as, il y a deux étapes. La première étape, c'est la signature du compromis. Voilà, tu te mets d'accord sur un prix avec le Ouais. vendeur. OK, on se met d'accord sur le prix. On transmet tout au notaire. Tu vas signer au notaire donc sur le bien en question avec le prix que tu as défini et tu mets des conditions suspensives pour l'obtention de ton prêt avec le montant de ton prêt, l'apport que tu vas mettre et le taux maximum que tu vas accepter pour le taux d'intérêt du prêt. Ok. Ça, c'est la première étape. Donc, par contre, quand tu as signé ton compromis, là, tu as 10 jours pendant lesquels tu peux te rétracter Ok. sans raison. T'envoies un courrier en lettre recommandée au notaire pour dire que tu annules la vente. Et t'as accès à la maison, t'as accès au bien pendant ces 10 jours Bah, de... pendant ces 10 jours, tu as accès au bien si tu en fais la demande et que tu demandes une nouvelle Ah visite oui, auprès de l'agent d'accord. immobilier, auprès du vendeur. Ah oui, ok. Donc là, tu peux te rétracter, mais ça peut être n'importe quelle raison. Peut-être après coup, tu te dis, ouais, c'était peut-être pas si rentable, etc. Enfin, peu importe la raison, là, tu as le droit et on te rend l'argent qui est séquestré. Parce que du coup, au début, Ouais. tu, euh, tu séquestres une partie de la somme au notaire. Et par contre, une fois que ces 10 jours sont passés, là, le seul moyen d'arrêter une vente en récupérant ton argent et en ne devant pas la clause d'indemnité, donc d'immobilisation du bien. Ça, je crois que c'est 10% du montant. C'est-à-dire que bah, si après ces 10 jours, Mhm, tu annules la vente mhm. sans raison, ou en tout cas pas des raisons qui sont valables au sens juridique, c'est-à-dire tu as eu 2 refus de prêt, ouais, globalement il y a quasiment que ça, tu as eu 2 refus de prêt, ou alors le vendeur s'était engagé à faire tel travaux ou tel truc et il l'a pas fait en temps, en heure, etc. Si ça vient que de toi-même et que de ton humeur, entre guillemets, voilà, que c'est pas justifié par non-obtention de prêt, etc. Sachant que maintenant, les banques ne font plus de refus de complaisance. Donc, Mm. si les 10 jours sont passés et que tu sais que tu es finançable, globalement, tu vas être obligé d'aller au bout quasiment. Ok. Et ben là, si t'as pas de raison, tu vas devoir payer ces 10% d'immobilisation du bien. Parce que du coup, le vendeur, lui, il a immobilisé son bien avec toi, entre guillemets. Il a perdu du temps à négocier, il a perdu du temps à signer un compromis et à attendre peut-être 2, 3 mois. Mais c'est quoi une bonne justification? Et ben, il faut que ça rentre dans les conditions suspensives. Une fois que les 10 jours sont passés, il faut que ça rentre dans, c'est pour ça qu'on met des conditions suspensives, c'est-à-dire obtention de prêt. Généralement, il y a quasiment que ça, quoi. La obtention de prêt, c'est-à-dire que si le prêt, généralement, on demande 2 refus de prêt. Si tu as eu 2 refus de prêt, c'est-à-dire que ton prêt ne passe pas, voilà, il n'y a aucune banque qui veut financer le bien, bah là, Mhm. tu envoies tes 2 refus de prêt et c'est comme si tu étais dans les 10 jours de rétractation. C'est-à-dire que là, tu as le droit de dire, bah, j'annule, de toute façon, on ne me finance pas. C'est une raison valable. Par contre, si c'est juste
ah bah non, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie autre que refus de prêt. Là, ça veut dire que c'est de ta volonté à toi. Hmm. T'as passé les 10 jours, bah là, tu dois, sauf si le vendeur se met d'accord avec toi, mais sinon, tu dois payer 10% Ok. d'indemnisation du bien. Donc, si t'as un bien à 200 000, bah, tu payes 20 Et 000 euros l'indemnisation, elle va à qui? au vendeur. Au vendeur? Ah Parce que oui, du coup, bah tu oui, as bah il va pas se mettre immobilisé. d'accord Bah avec oui, toi s'il a 10%. bah, des fois, ça se fait à l'amiable, etc. Mais Ouais. si c'est, Ok. voilà, c'est un peu de bonne foi. Mais en tout cas, voilà, tu as immobilisé son bien, donc il y a ça. Mais Ok. par contre, une fois que tu as signé, donc là, imaginons que tout se passe bien, tu peux financer ton bien, toi, tu vas aller au bout. Là, tu as signé l'acte authentique, tu signes le compromis. Une fois que tu as ton financement, donc ton prêt, tout est OK. Là, tu signes l'acte authentique. Donc, les fonds sont débloqués auprès de la banque, ils sont transmis au notaire. Ok. Le notaire, du moment qu'il a tout l'argent, il le transmet du coup au vendeur. Et là, donc, tu signes l'acte authentique. C'est là où il y a la remise des clés, etc. Si là, par contre, tu te rends compte qu'il y a des soucis, T'es mort. c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir. Alors après, il peut y avoir des vis cachés, etc. Si par exemple, alors si c'est une prise qui fonctionne pas, ça c'est ta faute parce que tu avais qu'à regarder en tant qu'acheteur. Par contre, si d'un seul coup, tu te rends compte que dans les poutres, elles sont termitées à mort, qu'elles sont en train de s'effondrer, de s'effriter et que c'était pas visible Ah ouais, pendant c'est la chaud. visite, là c'est un vice Alors caché. que lui, il Si le ça n'a pas savait, été quoi. dit, voilà Ouais, ok. exactement. Mais globalement, il faut vraiment prendre toutes ces précautions. Après, Et dans ce cas-là, c'est quoi? bah après, T'as le droit de te rétracter ou... bah en fait c'est trop tard entre guillemets. Là, le vendeur il a eu son argent Ouais. et toi t'as ton prêt, etc. qui court. Là tu payes tu commences à rembourser ton crédit. Oh, mais c'est illégal ce qu'il a fait. Bah oui, mais c'est que là après une bataille judiciaire, Ah c'est-à-dire que oui, ok. là tu vas aller au tribunal, Ah ouais. etc. Donc soit lui il va y avoir un arrangement à l'amiable, soit du coup bah ça va être au tribunal. C'est pour ça que, alors après là on parle de choses qui Oui, font peur, oui. etc. L'idée c'est pas quand même de faire peur sur Ouais. l'investissement, mais c'est pour ça quand même qu'il faut bien veiller à regarder des biens dans, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, allez chercher ce qu'on appelle des ruines, au sens dire voilà génial une ruine à 50 000, je vais faire 100 000 euros de travaux, et ben n'y allez pas. Moi, tu vois, par exemple, pourtant j'ai fait construire ma maison, j'ai joué le rôle de maître d'œuvre pour ma maison de A à Z. Mais je m'y amuserais pas à ça, tu vois. Parce que Hmm. déjà, pour la banque, c'est compliqué d'aller financer des travaux quand c'est un premier bien, etc. C'est plus après des négociants marchands de biens qui vont aller sur ces, prenez des biens, voilà, un petit peu de travaux quand c'est la location nue, plutôt des choses où, voilà, il y a par exemple une chaudière à changer. Ok, bah ça c'est un plombier, ça va faire une facture quand même importante, des travaux, du coup, une enveloppe de travaux importante. Ça va permettre d'améliorer le DPE, ça va permettre du coup bah, d'améliorer le confort, peut-être d'augmenter le loyer, ça c'est intéressant. Et du coup, bah, là, vous faites appel à un pro, pas de souci. Des petites choses à bricoler comme mettre des dressings, mettre des rideaux, mettre, je sais pas, bah, mettre un meuble. Moi, par exemple, à la maison, bah, j'ai changé la cabine de douche, j'ai changé les mitigeurs, etc. Des petites choses, voilà. Mais dès que ça commence à être des gros postes, bah là, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Et surtout, n'allez pas dans quelque chose qui vous dépasse, surtout pour un premier bien, et Ouais. même pour les autres d'ailleurs. Parce que c'est là où vous faites des mauvaises opérations. Il faut aller dans des biens que vous avez bien calibré, vous avez la vue d'ensemble, et normalement, il faut rester dans les clous à 99%, quoi. S'il y a un pourcentage de surprise, ok. Mais il faut pas qu'il commence à y avoir 30% de surprise, Hmm. 30% de dépassement en budget, 30% de dépassement en temps. Non, là, après, vous sortez, là, vous Ouais, commencez c'est à faire chaud. n'importe quoi. Il faut quand même bien euh, borner le projet, quoi. Surtout si derrière, vous voulez empiler. Faut que la Puis banque, si elle on se s'y dise, connaît pas, demander de l'aide peut-être au banquier ou des alors infos. le banquier va pas trop t'aider au niveau des travaux, mais euh, Non, pas les travaux, mais genre comment ça se passe. honnêtement, on a ChatGPT. Faut pas hésiter à lui poser plein de questions, etc. Et après, en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que Oui, bah je oui. procède. Alors, bien sûr qu'il faut quand Ouais, même ça prendre du prend du recul temps, hein. théorique, mais il faut mélanger de la pratique. C'est-à-dire que peut-être, c'est pour ça qu'on en revient toujours au même, la meilleure chose à faire, c'est déjà de commencer avec sa RP. Sa RP, on y est tout le temps, on achète sa RP, une RP, il y a un petit peu de travaux, comme ça on a le temps de faire les travaux, on n'est pas pressé à se dire, faut qu'il y ait un locataire qui rentre dans 2 mois, etc. Là, on y est le soir, on rentre du boulot, bah, on peut passer une heure à bricoler.
quand on rentre chez soi et qu'il faut aller faire une demi-heure de route pour aller faire des travaux dans un appartement, il faut amener tous ses outils, etc., Mm. revenir, c'est autre chose. Donc déjà, commencez peut-être à se faire la main sur une petite RP, comme j'ai dit dans une autre vidéo, ou alors sur des petits appartements, si on s'est déjà bricolé, qu'on a déjà ses RP, Oui, parce que etc. c'est dur si tu sais pas où tu veux habiter ou quoi que ce soit, tu peux pas faire ta RP. Bon, bah là, je vais faire ma RP alors que je vais partir dans 6 mois, tu C'est vois ce que clair, je veux dire? c'est clair que là, après, si tu sais que tu vas partir dans 6 mois, là, il Bah, n'y a ça pas sert de... à rien. Mais après, sur un bien locatif, honnêtement, le tout, c'est déjà de dissocier. Est-ce que c'est des petits travaux et ça vaut le coup que je les fasse moi-même? Parce que si je fais venir un artisan, le prix que ça, ok, je pourrais déduire plus parce qu'il y a sa main d'œuvre et tout, mais ça me coûtait tellement cher que c'est plus intéressant si je le fais moi-même et que ça me prend 2 heures que si je fais venir un artisan et que ça me prend 4 heures pour la Oui, même chose. après, ça aussi, il y a ChatGPT. Voilà. Après, bon, attention, il faut quand même de l'outillage. Faut, tu sais, en fait, ça dépend des sujets que tu traites. Quand tu commences à traiter, tu mets demain un dressing. On sait Mhm. tous monter des meubles. Tu Ouais. vois, il y a rien de. Par contre, quand tu commences à toucher de la plomberie, de l'électricité, Mhm. si tu sais pas faire, plomberie, ça peut engendrer des Des grosses dégâts, catastrophes, dégâts ouais. des eaux, etc. Électricité, pareil au niveau de la sécurité pour les locataires. Tu vois, par exemple, là, sur la maison, il y avait du coup pas mal d'anomalies au niveau électrique. En soi, donc l'électricien est passé depuis, il a fait du coup tout ce qu'il fallait. Donc j'ai ces factures qui prouvent que la mise aux normes a été faite. Ouais. Mais en soi, c'est encore mieux de refaire un DPE derrière pour montrer que, ok, ça valide un petit peu le passage de C'est l'électricien. quoi un DPE? DPE, c'est le diagnostic performance Ah oui, énergétique, ok. qui détermine la lettre, entre guillemets, pour savoir si ton bien, c'est une passoire énergétique ou s'il est bien isolé, Ouais. etc. Mais aussi, ça détecte tout ce qui est anomalie. Ok. En l'occurrence, là, il y avait des anomalies électriques. J'ai fait venir un électricien qui a corrigé tout ça. Donc, j'ai ces factures. J'ai le DPE avec des anomalies, mais j'ai les factures qui viennent un petit peu montrer que le travail a été fait derrière, que le bien est salubre. Mais le mieux, c'est quand même de refaire parfois, tu vois, un DPE derrière quand il y a vraiment eu un gros changement pour prouver que, ok, le DPE, il y avait des anomalies, toi, tu as fait passer un professionnel, il n'y a plus d'anomalies, mais au moins, c'est acté par un Hmm. nouveau DPE. Ok. Mais pour te dire que là, si par exemple, j'avais fait les travaux moi-même en électricité, là, tu es obligé de refaire un diagnostic pour que ça atteste qu'il n'y ait pas de problème. Là, j'ai une facture d'un professionnel, donc c'est OK. Mais là, j'aurais été obligé de faire venir un pro pour qu'il atteste que c'est OK. Puis au moins, tu te couvres, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des sujets, voilà, quand on n'est pas dans le domaine, plomberie, électricité, il faut pas, il y a des trucs, il faut pas s'amuser, tu vois, aussi comme des installations de packs, de chaudières, etc., d'installations de chauffage. Par exemple, le premier appartement, là, le fameux appartement meublé, il y avait un poêle à granules. Mhm. Comme il n'était pas aux normes, etc. Bon, pareil, ça, je me suis rendu compte à la mise en Après, service, parce qu'il avait jamais été mis en service, que c'était pas aux normes, il n'était pas à distance des fenêtres, le sol, il fallait une plaque, etc. C'était pas hmm. du placo pour le feu, coupe-feu et compagnie. De toute façon, ça prenait beaucoup de place, donc au final, moi, je l'ai enlevé, mais du coup, il a fallu l'enlever, trouver un autre système. Heureusement qu'il y avait des lignes chauffage. Ça, heureusement, j'avais bien regardé pour compléter en fait le poêle, parce que là, t'as pas de ligne chauffage, et bah du coup, faut un électricien passe pour te mettre des lignes chauffage. C'est-à-dire une ligne qui va Ah directement oui, ok. du chauffage au tableau, du coup avec un disjoncteur par ligne. Donc heureusement, moi j'avais ça, donc j'avais anticipé ça, parce que là ça chauffait que la partie salon et du coup dans les chambres au départ il y avait rien. Ouais. Donc du coup j'ai enlevé ça, mais c'est pareil. Il y a des grands escaliers hyper raides. J'ai dû faire venir une entreprise de déménagement pour extraire le poêle et le Ah descendre oui. tellement c'était lourd. Ouais, Et il ouais. fallait de la technique, fallait l'enrouler, l'enrouler autour d'un diable, fallait des mecs qui aient l'expérience, tu vois. Là, on avait commencé à essayer de le faire à trois, on s'est dit waouh, sans technique, on va tout Ouais, exploser, c'est on n'est pas chaud. de garantie, etc. Donc, bah, c'est un coût, c'est de l'organisation. Faut planifier, faut venir une entreprise, il fait un devis, Hmm. ensuite il vient opérer pour l'enlever. Maintenant, il est stocké chez moi, donc du coup, je vais essayer de le vendre au prochain hiver. Donc déjà, bah, ça fait de l'argent qui dort entre guillemets. Et derrière, bah, moi, du coup, j'ai dû réinvestir dans des chauffages. Donc j'ai acheté 3 chauffages. Du coup, bah, sur les 3 lignes chauffage. Du coup, bon, bah, ça m'a pas coûté extrêmement cher, moins de 500 euros, mais Ouais. il faut savoir les installer. Moi, je savais les installer, mais par exemple, là, si tu sais pas les installer, bah, ça va te coûter 3 fois le prix, quoi. Parce que du coup, tu vas devoir faire venir un installateur qui va t'installer tes chauffages. Voilà, si tu veux Ouais, quand même mais faire quelque tu chose où tu es savais sûr les de ce que tu installer? fais.
J'avais déjà fait en fait Ah oui, ça il tu y a les as très très fait. longtemps chez mes parents quand ils avaient passé du coup s'ils avaient des grille-pains, ils avaient passé sur des modèles de meilleure qualité. Ah oui. Et bah honnêtement en fait c'est pas compliqué hein, Ouais. installer des chauffages, c'est vraiment ultra simple. Hein. T'as ta phase, ton neutre, ta terre, tu branches tout ce qui va bien. Alors là je crois qu'il y a pas de terre, j'ai isolé la terre dans des wagots, mais c'est pareil, il faut des petits wagots plutôt que des sucres pour que ça soit fait une Ouais, installation c'est technique, propre. quoi. Il faut des sorties de câbles, etc. Voilà. Alors c'est pas très technique, mais quand tu sais pas faire, c'est bien, tu vas perdre énormément de Ouais. temps. Mais là, pour le coup, quand tu sais faire, c'est quand même quelque chose de relativement simple. Installer des chauffages, honnêtement, c'est très très simple pour le coup. C'est fixé au mur et deux câbles à brancher. Il faut juste des wagots pour les mettre dedans, que ça soit propre et sécure. Mais là, ça va. Mais pour dire que si t'es pas du tout bricoleur, quand il y a la moindre chose à corriger, si tu dois faire venir un professionnel qui va te facturer des frais de déplacement, etc. Parce qu'un professionnel qui va venir changer une PAC, c'est pas un souci, c'est un gros poste de charge, tu peux pas le faire toi-même, ça fait gagner de la valeur au bien, ça améliore le DPE, etc. Et là, le bien, forcément, là par exemple dans la maison, il y a une chaudière au fioul, ça fait un petit peu peur. Demain, je sais que je passe à une PAC. Quand je revendrai, il y aura plus cette peur-là. Mais Mhm. bon, cette peur-là m'a servi à faire dévaluer le bien. Il a traîné longtemps parce que tout le monde avait un peu peur du fioul. Donc là, ok, faire venir un pro sur des budgets comme ça, le déplacement, on s'en fout. Mais là, si tu commences à le faire venir pour changer, pour t'installer un chauffage qui va prendre 1 heure, ou pour te faire un joint d'étanchéité, ou pour te changer une évacuation d'eau d'un lavabo qui fuit, où globalement en matos, t'en as pour 10 euros, et là avec le forfait de dépassement plus la main d'œuvre, tu vas en avoir pour 200 euros. Ouais. Tu vois, là par contre, tu Un commences bénéf, quoi. à avoir des factures hyper salées, et là tes factures bah, vont spolier à mort tes loyers, quoi. En fait, tu auras plus de revenus, Bah tu oui. vas tout cramer en. Donc, faut quand même être un minimum bricoleur pour au moins couvrir 90% des problèmes du quotidien que ton locataire peut avoir. Ouais, ok, j'ai une petite fuite là, là j'ai ce spot qui marche plus, je dis des petites choses, mais voilà, ça il faut au moins les couvrir parce que tu peux pas faire venir un professionnel à chaque fois. Là Et sinon lui, ça le va. locataire, il peut passer, enfin, il doit passer par toi pour faire des rénovations. Est-ce que lui, il peut passer directement, enfin, appeler directement, bon, bah là, j'ai un problème, machin, j'appelle un plombier. Alors, bah, alors normalement il doit te demander l'autorisation pour intervenir sur ton bien. Ok, je savais pas. Demain il change une lampe. C'est Ouais, pas un souci. oui. Mais il commence à changer la structure même, c'est-à-dire à changer des mitigeurs, à changer peut-être un four, Ouais, euh, à faire quelque chose où il y a quand même des manipulations qui peuvent changer, tu vois, ton bien, la sécurité de ton bien, ou voilà, même pour de la peinture en soi, il doit te demander dans tous les cas, à la fin, il ok, doit te restituer le bien tel qu'il était ok, avant, ouais. mais sans faire des dingueries. Il Hmm. peut pas s'amuser à faire des trous dans ton placo, mettre un truc et après refaire, reboucher tous les trous si t'as fait un trou de 6 Oui, par mais 6, ça, tu c'est vois. parce qu'il veut le faire, mais s'il est dans l'obligation de le faire, genre, il y a une fuite ou quoi que ce soit, Il doit quand même te demander, ok, bah là, tu Ok, vois, par exemple, pour la maison où il y a la fuite, du coup, le bac de douche fuit, du coup, ça tombe ouais, en bas, heureusement, c'est une maison en pierre. Bah là, du coup, c'est l'étanchéité du bac de douche. Bah là, du coup, c'est moi qui y vais. Et si vraiment j'arrive pas à solutionner d'où vient la fuite, je ferai intervenir un plombier. ouais, Mais en ok. soi, bah, là, par exemple, si c'est un petit bout de joint silicone qu'il faut mettre, ils peuvent le faire. Hmm. Et si c'est un truc à visser, c'est ton mitigeur qui fuit, etc., bah, heureusement que tu vas revisser toi-même. Tu vois, par exemple, dans les cuisines, souvent, les robinets, des fois, dessous, tu sais, c'est pas assez vissé dessous, du coup, il bouge ton Ouais, ouais. robinet. Là, tu le fais toi-même. Oui, non, Là, mais ça ok, ouais. modifie pas. Mais par contre, quand tu commences Gros à truc, toucher quoi. à le tableau électrique, le système de chauffage, de la plomberie, de l'électricité, etc., non, après, il faut demander. La Hmm. différence entre juste entretien, ton bien, changer une ampoule, remettre un petit joint silicone, il y a une petite fuite, ok, là, tu corriges une petite fuite bête parce que c'est le joint qui est usé. Ça, ok, c'est de l'usage, tu vois. Mais dès que tu commences à toucher vraiment le bien en lui-même, la structure même, là, tu es obligé de Ok. demander. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Merci Axel d'avoir été présent encore une fois. Merci à toi. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à nous suivre, à aimer, partager, commenter pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.